Je vais vous parler dans cette vidéo de 4 poches très différents puisqu'on va avoir un poche historique avec une touche d'humour, on va avoir un roman policier très classique, ouais c'est Agatha Christie, on va avoir un livre, une sorte de tranche de vie super bien écrite, et puis on va avoir le premier tome d'une sorte de saga familiale parfaite pour l'été. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast lecture pour donc vous parler de 4 poches. Et j'ai même envie de vous dire que ce sont 4 poches qui sont parfaites pour cet été. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes en vacances. Dans ces cas-là, eh bien écoutez, bonnes vacances, profitez bien. Et peut-être que ces livres pourront vous accompagner durant cette période, même si ce sont des livres bien différents. Donc on a un livre globalement historique avec des touches d'humour, je vous expliquerai en quoi. Donc Léonard de Vinci de Michel Douard chez Erol, que j'ai bien aimé, même s'il y avait un petit truc qui m'a titillé. Mais nous avons Le Dernier Enfant de Philippe Besson. C'est le dernier livre de Philippe Besson que j'avais dans ma palle. Je devais en prendre d'autres à la nuit blanche des livres. J'étais malade et je n'ai pas pu y aller. Donc, écoutez, j'en prendrai plus tard. C'est pas grave. Un premier tome. Ce premier tome d'une trilogie de Julie Delestrange. Hier encore, c'était l'été, chez Livre de Poche. Ça fait 3 ans. Non, 3 ans. Non, ça fait... Si, ça fait 3 ans. Si, ça fait 3 ans. 3 ans que j'ai lu ce livre dans ma palle, ainsi que les 2 suivants. Et en fait, ces derniers temps, je voyais plein d'avis positifs et tout, donc je l'ai enfin sorti de ma palle et j'en suis mais plus que ravie. Et puis, je vous parlerai également d'Agatha Christie. Ça faisait tellement longtemps. Je vous parlerai de Je ne suis pas coupable, qui est un Agatha Christie que vous connaissez peut-être davantage sous la forme de la série télé avec David Suchet. Mais là, on parle du livre qui est tout aussi excellent. Et je commence avec Le Dernier Enfant de Philippe Besson, que j'avais très hâte de lire parce que j'aime beaucoup les livres de Philippe Besson. Alors j'en ai lu combien là maintenant? J'en suis à combien? J'ai lu Paris-Briançon, c'était le premier. J'ai lu Ceci n'est pas un fait divers, c'est le deuxième que j'ai lu. Puis Arrête avec tes mensonges, c'était le troisième. Puis, mince, j'en ai lu un autre. Dernier enfant. Non, mince, j'en ai lu un autre. Je suis sûre que j'en ai lu un autre. Je suis sûre que j'en ai lu un autre. Il me faut mon petit fichier. Non, je suis sûre ou je suis pas sûre? Ah non, 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 pardon. Non, 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 c'était pas le dernier. Ah non, mais c'est faux ce que je vous ai dit. Non, c'est le quatrième que je lis de lui. Mais j'en ai un autre dans ma palle. En fait, je croyais que je les avais lus, mais j'ai été plus vite que la musique. Parce que, en fait, ouais, j'en ai un autre dans ma palle que je compte lire cet été. Mais il n'est pas lu encore. De là, on voit la mer. Voilà. Et donc les deux, je les avais pris à Livre à Vannes le 25 mai. Il m'en reste un. Mais j'ai prévu de le lire cet été. Et après, j'en aurai plus. Donc c'est un peu faux ce que je vous ai dit quand même tout à l'heure. Alors, dans ce livre, on va suivre une mère. Enfin, pas qu'une mère, mais on va suivre une maman dont le dernier enfant part de la maison. Voilà. Et donc, dans ce livre, on va avoir, que ressent cette mère lors de ce départ. C'est une famille qu'on pourrait penser être monsieur et madame tout le monde, et pourtant, j'ai pas forcément réussi à m'identifier totalement à la maman, ni à avoir l'impression que le papa était mon mari, enfin... Bon, j'ai eu un petit peu de mal à identifier, on va dire, mon modèle familial. Pourtant, il y a 3 enfants aussi, mais... bon. Et donc, là, voilà, c'est les derniers jours, les derniers moments. Il faut accompagner le dernier fils de la famille, Théo, qui va partir de chez lui pour habiter ailleurs. Donc l'écriture, elle est toujours très bien parce que c'est un livre écrit par Philippe Besson, les tournures de phrases, elles sont très très chouettes, c'est hyper, c'est hyper bien écrit. En fait, il y a quand même un petit truc dans l'écriture de Philippe Besson, c'est qu'il y a toujours une sorte, enfin toujours, sur les 4 que j'ai lus, il y a, sur ces 4, une petite forme de
un petit peu de tristesse, je trouve. C'est très bien écrit, mais c'est pas une écriture qui est très optimiste, qui est très positive, qui est joyeuse. Non, c'est... Je sais pas si on pourrait dire qu'il y a de la mélancolie, mais en tout cas, il y a- c'est pas toujours joyeux. Alors certes, le sujet ne l'est pas, hein. En tout cas pour la mère. Pour le fils, oui, mais pour la mère, non, hein. Donc, donc voilà, il y a ce petit côté. Mais à côté de ça, c'est comme je vous dis, très bien écrit. Il y a un petit truc qui m'a gênée, mais alors c'est très personnel, je vous en ai parlé dans un vlog, c'est très personnel, c'est très bizarre. C'est qu'en fait, donc j'ai essayé de vous expliquer ça dans un vlog, je ne sais pas si j'ai réussi. C'est qu'en fait, quand je lis un livre, j'ai tendance un peu à le lire quelque part dans ma tête, on va dire. Et du coup, je suis assez sensible aux rimes. Là, j'arriverai pas à vous retrouver un passage, mais... J'arriverai pas à vous retrouver un passage. Mais bon, en résumé, il y avait certains passages qui avaient genre, je sais pas, tous les 5 mots des rimes en « et ». Et donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et la cinquième fois, je dis, allez, ça va encore finir en « et ». Et non, c'était pas le cas. Et du coup, ce rythme a été rompu. Et c'est arrivé un peu après, sur d'autres choses, et un peu après. Et en fait, c'est bête, mais ça m'a pas aidé à entrer tout de suite dans ma lecture, parce que j'étais plutôt attachée à cette sorte de rythme, rythme et en même temps rythme rompu après, c'était bizarre. Voilà, c'était bizarre. Bref, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'au début, ça m'a un petit peu surprise. Ensuite, le sujet. Eh bien, le sujet, il est intéressant. On pourrait se dire, je suis une maman de 3 enfants. C'est un sujet forcément qui va m'intéresser, que je vais comprendre, que je vais y réussir à imaginer ce que la mère ressent, etc. Eh bien, moyen. Et c'est pas à cause de l'écriture, parce que je vous dis, j'aime beaucoup l'écriture de Philippe Besson, c'est pas à cause de... Bon, ok, je me suis pas totalement identifiée à la mère, etc. Mais je veux dire, on est tous différents, on a tous des principes différents, ouais, enfin, c'est aussi... Enfin, j'ai pas du tout le même couple, en tout cas. Alors, absolument pas. Ok, je m'identifie pas totalement au personnage principal, mais voilà. Mais en fait, c'est au-delà de ça. C'est pas la première fois que je lis un livre sur ce thème. Virginie Grimaldi en a écrit un il y a plusieurs années. Et ça m'a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que quand je lis l'histoire avec la mère qui est triste parce que ses enfants partent, je suis pas à la place de la mère, je suis plutôt à la place de l'enfant. Non pas que j'ai eu des parents qui ont été hyper sur moi, hyper protecteurs, etc. au moment où je suis partie de la maison. Enfin, c'était pas, enfin, j'ai pas ressenti ça. Mais en fait, à ma lecture, les 2 fois, ça m'a fait la même chose. J'ai été presque agacée par les mères en ayant envie de leur dire, mais c'est bon, laisse-le vivre, quoi. Enfin, oh, qu'est-ce que c'est lourd, c'est pénible, etc. Voilà. Donc ça, c'est lors de ma lecture. Je vous dis, c'est pas une critique par rapport au livre. C'est que c'est moi, en fait, qui suis pas prête, j'en sais rien, à lire ce style de livre, parce que je me dis vraiment, lors de ma lecture, je passe presque à côté du livre en me disant, un peu lourd, quoi. Puis je termine le livre, et ça me fait... Mais je vous dis, mais à chaque fois ça. C'est arrivé que 2 fois. Mais c'est assez rigolo quand même sur ce schéma identique. Je termine le livre en me disant, ouais. Je ne sais pas si c'est totalement la réalité. Est-ce que vraiment une mère peut réagir comme ça quand son enfant part? Okay. Puis ensuite, peu de temps après, genre soit 1 ou 2 jours après, enfin, eh bien je réfléchis et je me dis, ouais, enfin, toi, quand tes enfants, ils partent de la maison pour tel truc ou tel truc, ce qui arrive extrêmement rarement, comment tu vis ce manque? Ah, et pourtant, ils reviennent après. Et voilà, comment tu gères ça, en fait? Ah, bah ouais, et bah du coup, c'est une petite leçon. Est-ce qu'au final, je ne comprendrais pas un petit peu plus la réaction de la mère qui n'a pas son enfant qui part en voyage scolaire, mais qui part totalement
de la maison. Voilà. Donc c'est assez drôle en fait. Donc c'est presque j'en apprends plus sur moi qu'autre chose. Et pourtant, lors de ma lecture, j'ai pas trouvé ça fou à cause, et les deux fois, à cause de la réaction de la mère en me disant oh, je sais pas. Alors qu'en fait, au contraire, les réactions des mères, elles sont très justes. C'est juste que moi, je le prends pas comme ça à ce moment-là. Voilà. Alors non pas, j'ai pas mes enfants sont pas non plus très jeunes et en même temps je suis pas enfin oui non mais de la même façon je suis pas si éloignée que ça de cet âge-là, enfin je veux dire un jour ça arrivera et puis voilà, mais c'est assez bizarre, voilà, c'est très bizarre. Donc j'ai du mal en fait à vous donner vraiment un avis ou alors juste à vous conseiller de lire si vous êtes dans cette période, ce sera peut-être différent, mais si vous l'avez lu, j'ai bien envie d'avoir votre avis sur ce que vous en avez pensé et même si vous arrivez à comprendre, parce que moi personnellement j'ai presque du mal à comprendre comment je peux réagir de cette façon-là, enfin à avoir ce côté vraiment d'incompréhension par rapport à la mère, alors qu'en fait en refermant le livre, en réfléchissant, et quelques jours après, je la comprends. C'est bizarre en fait. C'est très bizarre. Hein. Normalement, un livre, on l'aime bien sur le moment, puis une fois que c'est fini, c'est fini. Là, j'apprécie le livre 2 jours après qu'il soit terminé. Bizarre, voilà. Donc oui, je veux bien avoir vos avis parce que ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé. Bon, encore plus en fonction de votre situation de famille et compagnie, mais voilà, ça reste, enfin, ça reste des informations un peu privées, donc dites-moi ce que vous avez envie de me dire, mais c'est vrai que ce serait intéressant de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous avez des enfants ou pas? Et si oui, est-ce qu'ils sont déjà partis ou est-ce que vous vous reconnaissez voilà. Je continue avec Je ne suis pas coupable d'Agatha Christie, qui est un livre qui est sorti en 1944. Je vous avoue que ça m'a beaucoup étonnée parce que je n'avais pas en tête que des livres avaient pu sortir en France en 1944. J'ai pas creusé le sujet, je suis tombée sur cette info, j'ai dit ok, je l'ai prise comme argent comptant, mais il y a un jour j'aimerais bien creuser quand même pour savoir comment des livres ont pu être publiés en 1944. Est-ce que c'était le redébut de publication de livres où l'argent était trouvé, où, enfin, je me pose des questions. Comment les gens faisaient en sortant de la guerre? Ils pouvaient pas manger et du coup ils s'achetaient des livres. Enfin, je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave. C'est un livre qui met en scène Poirot. L'autrice l'a un petit peu regretté par la suite. Elle trouve que ce livre aurait été meilleur sans Hercule Poirot. Ce qui est dommage parce que moi j'adore Hercule Poirot, donc quoi qu'il en soit, pour moi, forcément, ce livre est très bien comme ça. Mais l'autrice a écrit ce livre à la fin des années 1939. Elle a commencé à l'écrire en Orient, puis elle l'a continué et il est sorti au Royaume-Uni au début des années 1940. C'est à peu près à cette période-là où elle a commencé à écrire Hercule Poirot quitte la scène, la dernière enquête d'Hercule Poirot, où elle s'est sûrement amusée en fait avec son personnage d'une façon très horrible. Le problème, c'est que je vous ai déjà dit 50 000 fois ce qui se passe dans ce livre, mais après, quand je le dis, on me dit « Oh, tu spoil !» Alors qu'en fait, c'est absolument pas l'intérêt du livre, le spoil n'est pas là. Mais bon, bref, c'est la dernière enquête d'Hercule Poirot. Voilà, on n'ira pas plus loin que ça. Et je me dis qu'elle a dû s'amuser à faire cette dernière enquête avec Hercule Poirot à ce moment-là, parce que derrière, eh bien, elle en avait marre de lui. Est-ce que du coup, on est vraiment tellement dans cette période où elle en avait marre de lui, elle le met dans Je ne suis pas coupable, et peu de temps après, elle écrit un livre qui a été publié par la suite en 1975 au Royaume-Uni, je crois, soit 1 an avant sa mort, alors qu'on lui demandait d'écrire et d'écrire et d'écrire, et à un moment donné, elle était fatiguée, c'était compliqué. Mais est-ce que du coup, elle en avait tellement marre qu'elle a décidé d'écrire la fin d'Hercule Poirot, et en même temps, elle a écrit la fin d'Hercule Poirot et quasiment en même temps la fin de Miss Marple. Donc, je me pose des questions. Mais bon, toujours est-il que ce livre met en scène Hercule Poirot et c'est très bien, j'en suis ravie. C'est un Hercule Poirot qu'on va retrouver que je trouve plus sérieux, avec un côté peut-être plus grave et aussi un peu moins présent. Alors, il était peut-être trop pour l'autrice, mais pour moi, il était peut-être pas assez.
c'est un livre qui a un découpage particulier. Parce qu'en fait, on a un premier chapitre, c'est peut-être même un prologue, tout à fait, c'est un prologue qui fait 2 pages et demie et qui nous dit que Elinor Carlyle, Elinor Carlyle, eh bien, elle est accusée de meurtre. Et donc là, première ligne du prologue, Elinor Catherine Carlyle, vous êtes accusée du meurtre commis sur la personne de Marie Gérard le 27 juillet dernier. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Voilà, voilà, et puis on nous dit, donc il y a quelqu'un qui décrit comment est Elinor, elle se tenait très droite, la tête haute, et puis il y a un personnage, l'avocat de la défense, qui pense Seigneur, elle va plaider coupable, ses nerfs ont craqué, voilà. Et donc on continue le prologue comme ça, donc elle-même répond, et puis ensuite on passe à la première partie. La première partie nous ramène dans le passé, avec justement Elinor, qui... mais pas que, en fait, on va découvrir les personnages et en fait, quelque part, on va découvrir comment on arrive à la fameuse mort de cette Marie, sachant que pour arriver à la mort de cette Marie, on passe par une autre mort. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Et puis ensuite, eh bien, un médecin qui aime beaucoup Elinor va chercher Hercule Poirot, un jeune médecin, pour lui dire on accuse de meurtre Elinor, je ne suis pas d'accord, je pense que, au contraire, elle est totalement innocente, elle n'a strictement rien fait. Eh bien, du coup, est-ce que Poirot peut prouver que Elinor est non coupable? Hercule Poirot prend l'affaire, il va du coup mener des interrogatoires, etc. Mais je vous dis, il n'a pas un côté, il n'est pas tout le temps sur le devant de la scène non plus. Et il n'est pas en arrière-plan, mais c'est pas tout à fait le même Hercule Poirot que ce qu'on connaît. Et lui, sa mission ne va pas être de savoir si Elinor est non coupable, point. Ça va être de savoir si elle est non coupable ou coupable. Voilà, il part pas en se disant je dois prouver à tout prix qu'elle est non coupable. Non, il veut savoir la vérité et il l'obtiendra. Et elle est trop bien cette vérité. C'est vraiment bien construit par rapport à ces différentes parties. C'est hyper fluide, hyper agréable à lire. Les Agatha Christie sont pas tous accessibles à ce point. Celui-là est vraiment très très agréable, si bien qu'une fois que j'ai terminé mon livre, et c'est rare avec les Agatha Christie que ce soit à ce point-là, les personnages m'ont manqué. Et j'aurais bien eu quelques pages de plus, mais ça m'a fait ça. Je sais plus exactement quand est-ce que j'ai terminé ce livre. Mais ensuite, j'ai enchaîné avec un autre que j'ai posé à plusieurs reprises. Voilà. Soit fallait dormir, soit fallait manger, je sais plus. Et en fait, quand je le reprenais, je disais « Ah, j'ai retrouvé Elinor !» Ah non, bah non, j'ai déjà terminé. Donc c'est vraiment un de mes préférés que j'ai lu et relu et re-relu. Je me souvenais de la fin, mais j'ai douté quand même jusqu'au bout. Et Elinor a une personnalité très particulière. Elle est attachante, mais alors attachante à un certain point. Nous aussi, on va douter, vraiment. Je vous dis, je connaissais le dénouement et malgré ça, j'ai douté en me disant, c'est pas possible, j'ai dû me planter moi-même dans le dénouement. Je vois plus les choses comme ça, voilà, j'ai dû me tromper, c'est pas possible, voilà. Et puis, la personnalité d'Elinor vient nous faire douter. On sait que quelqu'un veut faire en sorte qu'elle soit non coupable et en même temps, parfois, tout la désignerait comme coupable. Et donc, et je vais pas dire qu'elle en joue, mais elle a des pensées, parfois, ses pensées sont partagées. Waouh, c'est particulier, hein, quand même. Donc, voilà. Écoutez, c'était très très bien. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Je ne suis pas coupable. Je continue avec ce livre-là, Léonard de Vinci, un roman ébouriffant de Michel Douard chez Erol. C'est un livre que j'avais beaucoup vu passer en grand format. Et en fait, quand j'avais regardé rapidement, bon, je ne lis pas les 4e de couverture, je vous l'ai déjà dit, mais quand j'avais regardé rapidement la couverture et tout, puis le côté un roman ébouriffant, je savais pas, j'étais embêtée parce que Léonard de Vinci, oui, j'adore. Et en même temps, la couverture, elle paraît un peu rigolote ou un peu originale, un peu moderne, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Voilà, je vous la remontre, mais
Et en fait, j'avais un peu peur du côté trop moderne, en fait. Puis j'ai quand même vu beaucoup d'avis positifs. Donc quand Erol l'a proposé en service presse en poche, je me suis dit, bah j'y vais, je vais voir en fait. Et si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, bah tant pis. Même si ce serait dommage. Mais bon. Léonard de Vinci, c'est vraiment un de mes peintres préférés, mais il n'y a pas que ça. Léonard de Vinci, c'est un génie. Moi, je l'ai découvert quand j'étais en CM1, j'ai fait un exposé sur lui. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue totalement fan, en fait. Il y a vraiment des périodes comme ça dont je me souviens très bien, genre le premier Agatha Christie que j'ai lu, pardon. Pourquoi Léonard de Vinci? Pourquoi en autre peintre préféré j'ai Claude Monet? J'ai vraiment, parce que en plus j'ai retrouvé il y a pas très longtemps, enfin il y a peut-être 2 ans, le livre de Monet que j'avais quand j'étais toute petite. Et là, Léonard de Vinci, pareil, ça vient de quand j'étais petite, avec ce fameux exposé. Et dans la foulée de l'exposé, eh bien, je suis allée au Louvre avec ma famille, mes parents et mon petit frère et ma petite sœur enfin, je me souviens que c'était un peu long pour eux. Et c'est la première fois que j'y allais. Et donc la première fois que je voyais la Joconde, qui était beaucoup plus petite que ce à quoi je m'attendais. Et à partir de ce moment-là, ma folie de la Joconde, enfin folie, façon raisonnable, mais à partir de ce moment-là, enfin je suis vraiment, je suis devenue totalement fan de ce tableau. J'ai eu énormément de marque-pages qui venaient du Louvre, de pots à crayon, de bloc-notes et tout. Enfin voilà, la Joconde a tapissé ma chambre pendant un long moment. Et par la suite, j'ai eu un CD-ROM du Louvre et je passais en boucle en fait la partie de la Joconde. Et du coup, enfin, je peux vous décrire vraiment en quoi elle est particulière, les petits détails, la technique du sfumato, le paysage qu'on voit derrière, le demi-sourire, la pose, un peu comme ça. Enfin voilà, j'ai vraiment tout ça, mais voilà, je l'ai pas appris par cœur, mais c'était un régal. Et puis, bah, j'ai bien sûr depuis revu la Joconde avec les meilleures années qui étaient 2020-2021, où le Louvre, eh bien, sortant de cette crise du Covid, accueillait peu de monde et en tout cas de façon très, comment dire, très limité. Et donc ces 2 années-là, les 2 étés, on a pu avec les enfants voir la Joconde de très près, rester longtemps devant. Et donc à chaque fois leur dire, profitez, on verra pas tous les ans la Joconde comme ça. Regardez la technique du sfumato, comment elle est positionnée, regardez les chemins derrière, etc. etc. Et voilà. Et on a visité le château d'Amboise, mais pas le Clos Lucé. Mais là, c'est parce que les enfants, il y avait que je crois que ma dernière était pas née et mes 2 grands étaient petits. Parce qu'en fait, il y a 2 ans et 5 mois entre mon fils et ma dernière. Et donc, bah, dont 9 mois de grossesse, enfin 8 mois et demi en l'occurrence. Et donc voilà, ils étaient vraiment petits, enfin vous imaginez. Et donc, enfin, entre les deux, ouais, donc on n'avait pas pu tout faire. Et l'année dernière, lorsque nous sommes allés en Toscane, eh bien, nous avons fait Florence. Mais comme moi, je vais à Florence, je pense énormément à Léonard de Vinci. Enfin, d'ailleurs, lorsque nous avions fait Florence en 2010, on avait fait tout un musée sur Léonard de Vinci, et notamment la partie ingénieur de Léonard de Vinci, qui est moins la partie qui m'intéresse. Moi, je suis plus sur les tableaux. Et l'année dernière, on est allé à Vinci. Et c'était super émouvant en fait. Donc voilà, moi Léonard de Vinci, c'est vraiment... j'ai sa biographie, un énorme livre sur lui. J'avais écouté notamment le biographe en parler, c'était passionnant. J'avais commencé le livre, je l'avais commencé alors que ma dernière venait de naître, donc il y a 8 ans. La première partie était très intéressante parce que faut que je vous le retrouve. Voilà, j'ai retrouvé, c'est ce livre-là, Léonard de Vinci.
de Serge Bramley. Et j'ai lu 100 pages, puisqu'à l'intérieur, j'ai encore le marque-page un coloriage de ma grande, avec écrit derrière « Bonne fête, maman ». Voilà, je n'ai lu que 100 pages de cette biographie qui en comporte plus de 600. Il me semble que c'est la meilleure biographie, je crois qu'elle a été retravaillée. C'est mon mari qui me l'avait offert d'ailleurs. Oui, voilà. Cette biographie de référence a été entièrement revue et mise à jour par l'auteur à la lumière des découvertes les plus récentes et enrichie de nombreuses illustrations, un texte. La première partie, elle est très intéressante parce qu'elle reprend vraiment, là effectivement on comprend les illustrations qu'on peut avoir. Cette biographie reprend au début un petit peu un résumé en fait de la vie de Léonard de Vinci. Et ensuite, ce petit résumé part, c'était très très intéressant. Mais ensuite, on part sur vraiment la biographie dans le sens chronologique. Et donc ce petit résumé était très intéressant, mais en fait, derrière, eh ben, on va repartir à zéro, etc. etc. Et c'était un petit peu lent. Et puis j'avais 3 enfants en bas âge, c'était pas trop le moment de lire ce livre. Mais bref. Et après, j'en ai lu d'autres, hein, des livres sur la vie de Léonard de Vinci. Enfin, je pense à des petits, je sais plus la collection, mais en découverte. Enfin bref. Mais bref, c'est un peintre vraiment que j'adore. Donc, je voulais lire un livre globalement sérieux sur lui avec cette petite crainte. Et donc je vais dans ce fameux livre, après vous avoir fait cette longue introduction, avec la peur que le style soit particulier. Eh bien le style est particulier, avec la peur qu'il y ait un peu trop d'humour et que du coup ça dénature la partie historique. On n'en est pas là. Il y a de l'humour, il y a des petites choses qui m'ont gênée, mais à la fin, je peux vous dire que oui, il y a la partie historique. En toute honnêteté, ce livre est très court, il fait 200 et quelques pages, 210 pages. La première partie, peut-être au bout de 25 pages, je me suis dit, je vais peut-être abandonner, c'est trop moderne pour moi. Alors, les dialogues sont modernes, ok, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux trouver comme dialogue? Si j'arrive à vous trouver. Oui, bah par exemple, donc ça c'est Léonard qui dit « Et maintenant, Léon X m'interdit de disséquer les morts. Si je n'ai pour commande qu'un petit tableau par an et qu'on m'enlève l'anatomie, je fais quoi? De la poterie? Ce pape m'a dans le nez, inutile de chercher plus loin la cause de nos revers professionnels. C'est vrai que tout le monde n'est pas logé à la même ancienne, ricane Salahi, sans lever les yeux de sa peinture. Michel-Ange a du boulot, lui, et sa Bottega n'est pas un trou à rats. » Voilà. Et après, ça continue. Peut-être devriez-vous vous concentrer sur votre cœur de métier, maître. Peintre, sculpteur, mathématicien, architecte, philosophe, géologue, inventeur, metteur en scène, musicien, botaniste. Les gens s'y perdent. Resserrez votre positionnement et surtout, finissez ce que vous commencez. Voilà. Donc, globalement, c'est assez moderne, comme vous pouvez le voir, mais là, ça va. Il y a des passages qui titillent un petit peu plus. Il y a des dialogues de films et il y a des paroles de chansons. Et c'est là où j'ai peut-être ma limite. Parce que bon, ok, je vous dis, c'est moderne, parfois ça va peut-être un peu plus loin. Bon, ok, mais globalement, ça va. Ça va peut-être un peu plus loin. Bon, ça titille au début, mais après, on s'habitue, il n'y a pas de souci. En revanche, moi, les paroles de chansons, bah, j'ai eu du mal parce que ça me sortait totalement de ma lecture, en fait. Enfin, au milieu, vous imaginez, d'un livre sur Léonard de Vinci, on a une petite parole de chanson. En plus, moi, comme je vous l'ai dit au début, avec la façon dont je lis, enfin moi, une parole de chanson, j'ai direct la chanson en tête. C'est pareil, j'aurais du mal à vous retrouver comme ça une parole de chanson, mais en plus, on peut pas dire que ce soit mis de façon subtile. N'êtes-vous pas triste de quitter l'Italie, de vous exiler? Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage, libre continent sans grillage. Ici, nos rêves sont étroits, c'est pour ça que j'irai là-bas. C'est pas subtil parce que il faut vraiment, il y a quand même 2 phrases de la chanson de Goldman qui sont mises. Hein, donc voilà. Et c'est comme ça souvent sur la première partie. Et ça s'estompe.
Et donc c'est pour ça qu'à la fin j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que ça aurait continué sur la même fréquence, j'aurais bugué et j'aurais vraiment eu du mal. Donc il y a beaucoup d'humour, pourquoi pas, ça, enfin je dis pas non à d'humour non plus, hein, voilà, c'est très agréable. Il n'empêche que j'ai retenu des informations et qu'il y a pas mal de choses qui sont vraies. Et d'ailleurs, à la fin, je vais pas dire que tout est démêlé du vrai, du faux, mais pas loin. Et donc, on retient pas mal de choses historiques, donc c'est ça le plus important. Mais s'il n'y avait eu que des paroles de chansons, j'aurais vraiment bugué et j'aurais eu du mal. Voilà. J'aurais eu vraiment, vraiment du mal. J'ai appris des choses. On est sur la fin de la vie de Léonard de Vinci. On n'est pas sur toute sa vie. On est sur la fin. On est sur le moment où il part en France. Moi, c'est des moments que j'ai appréciés parce que bah, déjà, il part en France. Donc, on a la Joconde grâce à ça, grâce à la confiance que François Ier avait en lui. François Ier était très jeune à l'époque. J'avais pas en tête qu'il était aussi jeune que ça. C'est un sacré pari qu'il a fait. Il a eu un bon flair. On ne le remerciera jamais assez que la Joconde soit chez nous. Et en fait, on a aussi pourquoi il est parti. Il est parti parce qu'il avait plus de commandes en fait. Et les gens lui faisaient plus confiance. Et c'est exactement le passage que je vous ai lu. En fait, les gens lui faisaient plus confiance parce qu'il était trop lent, parce qu'il ne livrait pas ce qu'on lui commandait. Et ça, c'était intéressant. J'avais pas du tout ça en tête. Moi, j'ai plutôt, je suis restée pendant des années, voire des dizaines d'années, en me disant de toute façon, Léonard de Vinci, c'est pas lui qui a remporté ça, c'est Michel-Ange. Ah là là, c'est pas normal. Enfin bon, très très convaincue de mon truc. Et c'était intéressant d'avoir du coup cet élément qui explique que bah oui, mais Léonard de Vinci, il finissait pas grand-chose en fait. Et ouais, il avait des cornes, mais les tableaux, il les retouchait, et à la fin, eh ben, il les rendait jamais, et donc ça posait problème aussi. Voilà. Donc très intéressant, vraiment très très intéressant. Je vous dis ce petit bémol de un petit peu trop de paroles de chansons pour moi, parce que ça n'a rien ajouté. Et voire même ça m'enlevait de ma lecture, parce que je me disais, ah oui, c'est bon, on a compris. Et puis après, j'ai la chanson Là-bas de Jean-Jacques Goldman en tête. Bon, ok, allez, c'est bon, on va passer à autre chose. Je suis en train de lire un livre, j'écoute pas de la musique. Donc c'est ce côté qui m'a un petit peu dérangée. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Pour certains, au contraire, c'était hyper chouette qu'il y ait de la musique et tout. Donc voilà, tout le monde ne pense pas ça. J'ai vu pas mal d'avis qui étaient très très positifs. Mais du coup, la question que je me pose, c'est qu'il y a d'autres livres dans cette collection, beaucoup d'autres. Est-ce qu'on en voit là? Bah là, ici, il y a Victoria, mais je crois qu'il y a Vercingétorix. Enfin, vous avez été plusieurs à m'en parler. Vercingétorix, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Louis Pasteur, Jeanne d'Arc, Vercingétorix, Cléopâtre, Victoria, Mozart, Apparaître. Et là, je vous ai parlé de Victoria. Donc, ça pourrait m'intéresser, en fait. Mais j'ai peur de ça, de retrouver des paroles de chansons. Après, les auteurs de chacun des livres sont différents. Donc, pourquoi pas en retenter un. En même temps, Mozart, ça m'intéresserait vraiment bien. Ouais, ça pourrait être pas mal. Mais tous, hein, en fait. Hein, tous sont intéressants. Hein. Bon, à voir. À voir, et puis à voir s'ils ont tous ce goût prononcé pour la chanson ou pas. Voilà, donc écoutez, c'était Léonard de Vinci de Michel Douard. Et puis je vais terminer avec Hier encore, c'était l'été de Julie Delestrange chez Livre de Poche, ce livre qui a attendu sagement dans ma palle que je le lise. Et ça prouve qu'il y a des petites pépites dans ma palle quand même. On n'est pas sur un coup de cœur, mais je l'ai vraiment adoré. Et j'ai eu très hâte de lire la suite. Et je suis d'ailleurs en ce moment même en train de la lire et je me régale tout autant. On est sur une bande d'amis. Mais en fait, j'avais des craintes. Parce que j'ai toujours des craintes parce qu'en fait, je lis rien des quatrièmes de couverture. Donc je me fais une idée. L'idée est fausse. Et après, je me dis, ouais, trop bien, l'idée, elle est encore mieux que ce que je pensais ou que ce que je craignais.
Je craignais qu'on soit sur une bande de copains qui passent leur temps à traîner ensemble avec alcool et drogue à gogo et puis à rechigner de travailler je sais pas quoi ou de prendre 50 000 années sabbatiques, de partir à l'autre bout du monde 50 000 fois. Voilà, et que ce ne soit que ça. Dans ce que je vous dis, il y a des petites choses qui sont présentes. Oui, mais il y a un truc que je ne vais pas vous le dire parce que c'est plutôt sur la fin du livre. Mais ça m'a... Enfin, c'est pas du tout ce que je craignais en fait. C'est vraiment... mais tellement mieux. Et puis c'est pas une bande de copains comme ça qui se sont retrouvés à une fête ou je sais pas quoi. Non, il y a une histoire en fait. Il y a deux grandes familles. On a la famille... J'ai mis une petite coche sur la page où on voit les généalogies. Donc on a la famille Freinet et la famille Lefebvre. Dans la famille Freinet, on a Henri et Micheline qui ont 3 enfants. Et donc on va suivre principalement le premier fils Claude qui lui-même a un fils et une fille. Et dans ces personnages, on a Alexandre. Alexandre, c'est un personnage qu'on va beaucoup suivre qui sort de l'adolescence. Et en face, on a le chalet au volet rouge avec Georges et Madeleine Lefebvre. Et Georges et Madeleine connaissent bien Henri et Micheline. Georges et Madeleine ont eux-mêmes 3 enfants aussi. Anne-Marie, Evelyne et Denis. Et Anne-Marie a comme enfants Céline, Guillaume et Marco. Marco qui s'entend très bien avec Alexandre. Et Evelyne a comme enfants Sophie et Laurent. Et Sophie, c'est un personnage qu'on va beaucoup voir. Donc on va voir principalement, on va dire, Alexandre, Marco, un peu le grand frère de Marco aussi, Guillaume, et la cousine de Guillaume et Marco qui s'appelle Sophie. Donc oui, ce sont des amis, mais en fait, qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Donc ça apporte autre chose, en fait. Et puis moi, quand je l'ai lu, je savais qu'il y avait 3 tomes. J'étais privilégiée. Donc, quand je l'ai lu, eh ben, je me suis attachée vite au personnage et j'étais super contente parce que je savais que je les retrouverais, quoi qu'il en soit, dans 2 tomes suivants. C'est un livre donc, pour lequel j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur Instagram, donc c'est ça aussi qui me donnait très hâte de le sortir. Déjà, l'été dernier, ça me titillait, mais ça s'appelle « Hier encore, c'était l'été ». Et en fait, ce livre m'a donné très envie de le lire en septembre de l'année dernière. Et pour moi, c'était trop tard, en fait. En toute honnêteté, c'est pas un livre qui se passe exclusivement sur la période estivale. On va suivre nos personnages, donc principalement, on va dire Alexandre, Marco, un peu Sophie, et puis d'autres personnages aussi, notamment féminins. Et on va les suivre sur plusieurs années. Mais on ne va pas les suivre tous les jours, chaque heure, etc. Non, on va les suivre à un moment sur une certaine année, puis on va faire un saut d'année, et puis on va les suivre un petit moment sur une autre année, puis on va faire un saut d'année, etc. C'est hyper riche du coup, c'est hyper rythmé, enfin je vous dis hyper rythmé, j'ai quand même eu des retours quand j'ai mis ma critique sur Instagram que c'était un peu lent et que les tomes suivants bougeaient plus. Pour avoir commencé le tome suivant, oui, effectivement il bouge beaucoup, mais celui-ci me plaisait déjà. Et même avec le recul, je peux pas vous dire ouais c'est lent parce que ça pose les personnages et tout. Bah non, j'ai pas trouvé ça lent, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça prenant, j'y retournais avec plaisir et c'était vraiment un régal. L'écriture est super fluide, bah oui, écoutez, c'est très agréable à lire, vraiment très très agréable à lire. C'est pas ma tranche d'âge. Voilà, je suis sortie du monde étudiant il y a un petit moment. Je suis mariée depuis un petit moment aussi. Et donc, j'ai des enfants depuis un petit moment aussi. Donc, en fait, je me suis pas reconnue dans tout. Enfin, c'est pas ma vie actuelle. Je pourrais pas identifier ma vie actuelle à la vie des personnages principaux. Mais c'est pas grave, en fait. Enfin, c'était bien. C'était bien. C'est ni très joyeux, ni très triste. Il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif. Les personnages, ils sont vraiment bien décrits. C'est bien que j'avais l'impression de les suivre. Et on voit les relations qu'ils peuvent avoir. Et tout n'est pas évident non plus. Et ça, c'est très chouette. Voilà. Et rien que de vous en parler, j'ai hâte de reprendre le suivant. Voilà, donc si vous n'avez pas encore découvert, je vous le conseille et je vous conseille les suivants aussi. Moi, je trouve que c'est parfait pour cet été. C'est vraiment le style de livre que j'aime suivre comme ça, avec des tomes où j'ai retrouvé une famille et tout. Enfin, c'est...
Et il n'y a pas non plus de secret de famille, hein, parce que quand je vous dis des tomes comme ça avec une famille, je peux vous en donner 50 000 qui vont parler de secret de famille. Mais là, c'est pas le cas. On n'est pas sur des secrets de famille. Mais c'est bien, c'est frais tout en n'étant pas un livre qui survole en fait. Mais ça parlait de choses justes, c'est-à-dire on a des personnages qui se mettent ensemble, ça marche, tant mieux, ça marche pas. Ouais, mais ça peut marcher au début et ne pas marcher à la longue. Et c'est la vie, voilà, c'est la vie. Voilà, hier encore, c'était l'été. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou quel est celui qui vous intéresse le plus. On se retrouve en tout cas très vite pour d'autres vidéos sur mon plutôt lecture. Allez, à bientôt.